Vous avez choisi cette session sur les temps du développement. Vous n'allez pas le regretter parce que on va voyager. On va voyager dans différents continents, dans différents pays. Il suffit de regarder l'actualité entre l'Égypte, la Turquie, le Brésil, pour comprendre combien cette question des rythmes de développement, combien l'émergence de classes moyennes nouvelles dans la modernité secoue des structures politiques, fait naître aussi de nouvelles aspirations et bien évidemment nourrit aussi une littérature scientifique, des économistes et tout le monde aujourd'hui a les yeux rivés et on a beaucoup de mal à prévoir ce qui est en train de se passer et on va essayer d'éclairer cette problématique avec nos panélistes. Alors je laisse tout de suite la parole à Pierre Jacquet. Pierre Jacquet, vous le connaissez, il est membre du Cercle des économistes, il est surtout président du Global Development Network, c'est un vrai spécialiste du développement. Il va camper notre table ronde, et puis on va essayer, dans la mesure du possible, de jouer la conversation avec vous, l'interaction avec vous. Je suis sûr que vous avez des questions à poser, vous avez envie de parler à nos invités, et on va essayer de favoriser ça. Ça implique, mesdames, messieurs, les panélistes, de faire des interventions courtes, de façon à ce qu'on puisse vous poser des questions et que la salle puisse vous poser des questions. Voilà, Pierre, c'est à toi pour qu'on comprenne l'enjeu de la question, le renouvellement de la question du développement aujourd'hui. Merci Vincent, bonjour à tous. Je voudrais, dans cette très brève intervention, dresser un constat et poser 3 questions pour structurer la discussion d'une façon évidemment non exclusive. Le constat, c'est qu'en général, dans les études sur l'économie du développement, dans les débats sur le développement, on ignore, on néglige la dimension temporelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte le temps, mais on le prend en compte d'une façon très asséchante, très simple, voire simpliste. Il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, on est devenu impatient. Le temps n'a pas changé, ça a été rappelé tout à l'heure, mais on est devenu très impatient. On veut des transformations rapides parce qu'on observe que dans certains pays, les transformations se sont faites très rapidement. On se demande pourquoi d'autres ne connaissent pas des transformations aussi rapides. On est impatient aussi parce que l'information circule de plus en plus rapidement. On est impatient parce qu'il y a des banques de données qui permettent de comparer des pays entre eux et de suggérer que le paysage géographique, la géographie du développement qu'on obtient peut s'interpréter aussi d'une façon temporelle, c'est-à-dire que chaque pays peut représenter une étape dans le développement que d'autres pourraient atteindre quand ils sont en retard par rapport à ces pays. Et donc on a une vision du temps qui est un peu la vision d'une contrainte. On aimerait la dépasser pour aller plus vite et on considère que le mal-développement est une pathologie et non pas un état de la nature et que cette pathologie se soigne et que plus vite on la soigne, plus vite on obtient des résultats qui sont dignes d'être poursuivis. C'est une thèse qui se défend, qui est importante au regard du nombre de pauvres dans le monde, qui est importante au regard des besoins d'alimentation en eau, des besoins de santé, des besoins d'éducation, etc. Je pense personnellement que c'est une vision extrêmement limitative du développement. Je voudrais suggérer que lorsque l'on conçoit le temps comme étant une succession de minutes, heures, jours, semaines, mois, années, on a une vision de la dynamique qui est simpliste. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait, on est amené à faire non pas de l'analyse dynamique, mais de la statique comparative. On part de la situation de départ, que l'on trouve défavorable, on se donne une situation d'objectif, et on se demande comment passer de la situation de départ à la situation d'objectif, non pas en essayant de comprendre comment la transformation se fait, mais en essayant d'appliquer à la situation de départ les caractéristiques que l'on observe dans la situation désirée. Et je pense que cette analyse est extrêmement insuffisante. Alors, en fait, ce qui pêche, de mon point de vue, c'est que dans tous les colloques dans lesquels on va sur le développement, on entend des litanies de « il faut »,« il faudrait »,« on devrait »,« les objectifs devraient être ». Et d'ailleurs, vous observez qu'on vient de passer quelques mois à discuter des objectifs du développement après 2015, qui est en principe l'année charnière, l'année à laquelle on devrait avoir atteint les objectifs décidés en 2000, les objectifs du millénaire pour le développement. On se préoccupe aujourd'hui de par quoi les remplacer. Cette discussion sur les objectifs est évidemment très utile, mais quand on discute objectifs, on est amené à dire, voilà, il faudrait faire. Et on ne se demande jamais comment le faire, et c'est à mon avis l'une des questions essentielles à remettre dans les débats, essayer de comprendre l'action
Qu'est-ce qui détermine l'action? Alors, pour essayer de nous guider dans cette discussion, je voudrais poser 3 questions. La première consiste à se demander s'il y a un temps du développement, s'il y a une séquence du développement. Est-ce que l'on peut ordonner les progrès économiques et sociaux dans une séquence temporelle prédéterminée qu'on va appeler le développement? Ma réponse personnelle est non, mais j'observe au moins implicitement que la plupart des modèles avec lesquels les agences de développement travaillent, c'est le modèle de l'organisation temporelle. On se demande quelles sont les priorités et quelle est la séquence de progrès qui peut amener le développement. On ne le dit pas toujours comme ça, mais implicitement, c'est bien ça qu'il y a derrière toutes les approches. Ou est-ce qu'au contraire, le développement est chaotique et plutôt une question d'équilibre multiple? On est dans un équilibre dans lequel rien ne fonctionne dans pas mal de pays sous-développés et quelque chose va se produire ou peut se produire, et il faut essayer de comprendre quoi, qui peut nous faire basculer vers un équilibre où tout va fonctionner, et où toutes les relations entre les différents secteurs vont fonctionner. Et donc il ne s'agit pas simplement de se dire « finançons l'éducation » ou « finançons la santé » ou « finançons l'accès à l'eau potable », il faut que tout cela fonctionne en même temps. Et cette chimie complexe, on ne la comprend pas. Et on en est ramené du coup à se demander régulièrement quelle est la priorité, comme s'il y avait une priorité d'action. Donc première question, est-ce qu'il faut penser en séquence ou pas? Et si on ne pense pas en séquence, quelles sont les implications techniques? La deuxième question consiste, au-delà de ces aspects techniques, de se demander comment se détermine l'action. Et là, on entre dans le domaine de l'économie politique. Comment faire en sorte que tout système de priorité techniquement établi soit suivi des actions adéquates, des politiques économiques adéquates dans les pays. Parce que, évidemment, on peut tous être d'accord sur le fait qu'il faut éradiquer la pauvreté, mais où il faut avoir une approche favorable au genre, mais si ce n'est pas dans les priorités locales des gouvernements, on ne voit pas très bien à quoi ce débat peut servir. Et donc la question d'économie politique est centrale. Évidemment, ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui est tout à fait impressionnant et important pour essayer de comprendre cette dynamique. Et puis la troisième question, c'est celle de la mesure et de la définition des résultats. Parce que bien évidemment, le développement que l'on n'a pas défini, c'est quelque chose qui comprend de nombreuses variables, de nombreux résultats qui fonctionnent ensemble. Et donc, quand on veut mettre en place une gestion axée sur les résultats, qu'il s'agisse de l'aide au développement ou qu'il s'agisse des politiques économiques dans les pays eux-mêmes, il faut bien que l'on définisse des cibles et qu'on essaye de mesurer. Alors comment gérer cette mesure? Comment faire en sorte de définir des résultats qui puissent en impliquer d'autres dans un processus de long terme et générer ce processus de développement auto-entretenu? Est-ce que l'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut le faire sans base théorique? Et je crois que certains panélistes sont particulièrement à même de nous éclairer sur ces questions. Donc voilà un constat et 3 questions non limitatives pour notre discussion. Merci. Merci Pierre. Je pense que tes 3 questions vont donc animer ce débat. Nous allons commencer avec Abdul Salam Bello, qui, dans un premier temps, peut-être pour essayer de répondre à la première question que posait Pierre, voudrait insister sur les conditions du développement durable. Quelles sont les conditions minimales, avant de savoir s'il y a des séquences, s'il y a des rites, s'il y a des chaînes d'événements qui peuvent produire du développement. Il y a d'abord des conditions, pense-t-il. C'est à vous. Oui, merci beaucoup. Parlez bien près du micro. Oui, merci beaucoup. Effectivement, vous avez posé la question du temps du développement. Le temps du développement de l'Afrique est-il venu? On peut déjà commencer par dire que vous avez en partie répondu aussi à la question en la posant. Si on regarde les éléments de croissance, on peut rappeler quelques indicateurs. Selon le FMI, au cours des années 2004-2008, la croissance africaine était de 6,5%. Cette croissance a été réduite, si je puis dire, à 5,5% en 2010. Aujourd'hui, elle tourne autour de 5%, en dépit d'un contexte économique et financier assez difficile, on peut dire. Jusque-là, on a mentionné la capacité de l'Afrique en termes de résilience face à la crise financière, en disant que l'Afrique n'était pas suffisamment intégrée au sein des marchés financiers.
les relais de croissance n'étaient pas nécessairement développés pour faire face à une meilleure intégration. Ceci étant, cette crise a aussi ouvert un certain nombre d'opportunités pour le continent. Cela a permis par exemple d'avoir ce qu'on peut appeler une redistribution des parts de marché. Cette redistribution des parts de marché a permis de soutenir une croissance qui elle-même est appuyée sur la hausse des prix des matières premières. Naturellement, ceci n'est pas suffisant, parce que la hausse des prix des matières premières nécessite aussi, je dirais, une forme de transformation. Et c'est là, en fait, l'enjeu principal aujourd'hui pour le continent. C'est-à-dire, en posant la question de la temporalité, on peut poser la question de savoir est-ce que le temps de changement de la trajectoire sous le processus de développement est arrivé, si ce qu'on peut appeler le changement qualitatif et donc la transformation est bien arrivé. C'est un peu ce que disait d'ailleurs M. Jacquet dans son introduction. Quelle est la situation aujourd'hui sur le plan démographique? Nous sommes en train d'arriver à une forme d'entrée, si je peux dire, dans la transition démographique, mais démocratique aussi. Si on prend quelques chiffres, par exemple, le reste du continent africain, pardon, je vais reprendre. L'Afrique subsaharienne, comme on l'a dit, est la dernière région du monde à s'engager dans un processus de transition démographique. Cette transition démographique commence à peine dans certaines régions, par exemple en Afrique du Nord, en Afrique australe. Dans le reste du continent, cette transition démographique reste encore à faire. En effet, l'élément fondamental à ce niveau-là, c'est le taux de fécondité. L'Afrique a toujours le taux de fécondité par femme le plus élevé. Bon, c'est un chiffre c'est une réalité aussi, mais ceci étant, il y a des conditions de changement ou bien de gestion de cette situation par l'éducation. Comme vous le savez, les éléments des objectifs du millénaire pour le développement, les indicateurs, montrent que d'ici à 2015, un grand nombre des pays africains auront au moins atteint le premier objectif qui est l'éducation, l'éducation primaire pour tous. Au moins, cet indicateur sera atteint. Ceci étant, on parlait donc de la transition démographique. Toujours, il y a aussi la question de la population des jeunes Africains. En arrivant, j'avais noté quelques chiffres. Aujourd'hui, on estime que la population donc, des jeunes, donc la population 18-24 ans, augmentera de 230 millions de personnes. Et le ralentissement ne pourra se faire qu'à partir de l'année 2025. Ceci, bien sûr, amène aussi ce qu'on peut considérer comme des opportunités, mais aussi des risques. Les opportunités, nous avons donc une, entre guillemets, cohorte de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, donc qui ont une énergie, un dynamisme à revendre. Des jeunes qui sont en situation, si je peux dire, d'employabilité, du fait aussi de l'augmentation de la qualité de l'éducation. Cependant, le risque, c'est est-ce que les systèmes existants aujourd'hui, on me dit qu'il me reste 2 minutes et j'avais prévu quelque chose d'un peu plus substantiel. Ah, c'est dur. Hein. Donc, c'est la loi. Mais on va y arriver. Là, on ne peut pas la changer. La démographie, la croissance, ça se discute, mais... Donc, pour reprendre le fil donc, de la discussion, la question de l'employabilité est importante parce que c'est cela aussi qui conditionne, au-delà même du développement, l'accès à l'emploi, l'amélioration des qualités, des conditions de vie, mais elle conditionne aussi la paix sociale et, je dirais, la stabilité des États.
Une petite parenthèse, je vais parler sous le contrôle de mon voisin, mais on dit que si vous prenez le cas de la Tunisie, dans le cas de la Tunisie avait les meilleurs indicateurs de développement, au moins sur le continent. Meilleur taux d'éducation, accès aux soins médicaux, etc. etc. Or, la Tunisie, le système tunisien sous le régime de Ben Ali a failli pour deux raisons. Un, les besoins démocratiques. Deux, l'emploi des jeunes. Et c'est fondamentalement l'emploi des jeunes qui a aussi fait vaciller ce système-là. Pour la parenthèse, lors du dernier sommet de l'Union africaine, le président Alpha Condé de la Guinée a dit à ses pairs africains que nous, chefs d'État africains, étions assis sur une bombe à retardement si nous n'arrivions pas à gérer justement la question de l'emploi des jeunes. Partant du principe qu'il me reste très peu de temps, à peu près 30 secondes. 30 secondes, je dirais pour résumer, il y a trois éléments. Très rapidement. Premièrement, la question de la gouvernance est importante. La question de l'éducation et de l'employabilité des jeunes est importante. Et enfin, je dirais que la question même de la redistribution des richesses, qui rejoint aussi la partie gouvernance qu'on appelle en anglais l'inclusive growth, donc la croissance inclusive, sont, je dirais, des conditions importantes justement pour le développement de l'Afrique. Pour terminer, je dirais que le temps du développement de l'Afrique est-il venu? Je dirais que nous sommes dans un processus, donc la question de la temporalité à ce stade-là, je la mettrai peut-être entre parenthèses sans être malséant vis-à-vis de notre hôte. Merci. Merci à vous. Merci. Ma langue maternelle est l'espagnol. Mais no se preocupen. I'm going to speak in English because that's our common language. So I'm going to speak tomorrow also. Tomorrow I'll focus on Latin America. Today I will discuss more broad. Yes, I am lucky. Thank you very much to the Circle for inviting me, and particularly Pierre, with whom I share part of the work he's doing at GDN because I'm on the board. So anyway, I'm going to talk about the relationship between inequality and growth and some elements that actually put us in front of some challenges. First question I want to address is, do we see if lower inequality levels are associated with more sustained growth? And if we do, how do we change inequality without jeopardizing growth? And that's the conundrum, actually, the bottom line of the conundrum that we face in the interaction between inequality and growth. There is some econometric analysis that has been looking at the relationship between inequality and growth. And not all the studies, but in general, they do find that higher levels of inequality are associated with lower growth rates. But more interestingly, recently, what they find also is that they're associated with shorter duration of growth. So the volatility of growth may be associated to higher inequality levels. What are the mechanisms? They're hypotheses. We don't have clear answers, but one of them is that higher inequality ends up in some form of conflict, usually materializes in populist policies for redistribution and growth, and that this ends a growth spell, usually because there is hyperinflation or other forms that kill growth. The other hypothesis is that when you have high inequality, usually that's accompanied by weak institutions and by the country's inability to withstand adverse shocks. So those are the two main hypotheses that have been put forward of why higher levels of inequality may be bad for growth, particularly for sustained growth. The point is that these studies find that what's important is the initial level of inequality.
and not so much what happens to inequality in between, because it depends on what is making this inequality fall, what the outcome on growth will be. So here is a conundrum. If initial inequalities, if they're high, if they're bad for growth, then how do you go from high inequality to lower levels without jeopardizing growth? And I think that we can talk about three main ways in which you can address high inequality. One is through direct redistribution of wealth. The other one is through redistribution within the fiscal system, taxation and public spending. And the third one is labor policies. Particularly minimum wage is one that's being used quite a bit throughout the world. Okay, so we say, okay, do these mechanisms produce an outcome that is good for growth? And we do find successes and failures. So we don't know whether one way of going about reducing inequality is going to take us to a point in which we are in bliss, low inequality and sustained growth. You have examples of large-scale redistribution of assets that led to very sustained periods of growth and equity. In fact, that's the case of Western Europe. It had massive redistribution due to the destruction of capital during the Second World War and the Great Depression, and that was sustained over time, and you had high growth rates. You also had examples of that in the East Asian countries, Japan, Korea, Taiwan, that had pretty large-scale land redistributions, and that could sustain growth. However, you also have cases in which this hasn't worked at all and had resulted in major conflict and the destruction of growth. In terms of fiscal redistribution, again, you have very good examples of success. Western Europe is the epitome of welfare states. Attempts to replicate the welfare state in Latin America tended to fail. Now we were approximating in some ways redistribution in Latin America, but apparently we haven't gotten to stability together with this redistribution. So that will be a topic of tomorrow. So you also have examples of good outcomes and bad outcomes. And the same you can find in terms of labor policy. So the good news is that we have, from history, examples in which redistribution was feasible and it led to sustained growth, sustained equitable growth. The point is what can work. And also the point is at what price. Obviously, we would not advise anybody to have a war to destroy capital and therefore have more equality as a result. We also want to avoid more equality through bloodshed. So what's left? I think what's left is mainly redistribution policies through increasing the access to human capital, primarily education and health. But even then, you need to have a social contract in which people who are wealthy are willing to pay what's required to make the access to education and wealth sufficiently large to produce equity with growth. Thank you. Merci, Nora. Philippe de Fontaine-Vive, c'est à vous, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe. Et alors vous avez vraiment décidé de répondre à la première question que posait Pierre. Y a-t-il une séquence du développement? Et alors vous êtes sûr qu'il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de développement linéaire. S'il y a une séquence, en fait il y a plusieurs séquences et elles ne se ressemblent pas. Je crois d'abord qu'il faut regarder de là où on parle. Moi, je parle d'un point de vue européen. Donc, quand je reviens en arrière avec mes souvenirs de développement en quittant la Banque mondiale il y a un petit peu plus de 20 ans, à l'époque, la question était de savoir en quelle année est-ce que l'Union européenne aura dépassé les États-Unis de telle sorte que le siège du FMI et de la Banque mondiale passera sur le continent européen. C'était ça notre débat de 1992. Et aujourd'hui, en 2013... Chacun sa question. Et la réponse, en tout cas, elle n'est pas pour tout de suite. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, quand je regarde notre traitement aux côtés de nos amis portugais et grecs, ça me rappelle, toute proportion gardée, mais sur les problématiques d'ajustement,
assez bien ce sur quoi nous travaillions à l'époque sur la Côte d'Ivoire, pour faire une référence à un autre continent, qui s'appelait aussi une politique d'ajustement interne sans dévaluation, qui n'a pas été possible, mais il n'y avait pas un degré d'intégration comme celui que nous connaissons. Cette réflexion personnelle et européenne m'amène à considérer que le mot de développement est trop considéré depuis les institutions créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme la question des autres, comme s'il y avait des sous-développés, des en voie de développement, des pays émergents, des pays qui sont développés, voire très développés, et comme si on passait de l'un à l'autre et il fallait des recettes avec des étapes, comme l'a dit Pierre avant, se fixer des objectifs mobilisateurs pour essayer, avec une politique de redistribution internationale, faire grimper dans l'échelle internationale des pays. Ce qui se passe à l'heure actuelle dans différents continents, mais je ne parle que de l'Europe, nous montre que ceci me paraît totalement désuet. D'ailleurs, il est assez intéressant de voir que la banque de développement la plus récente, qui a été créée en 1990, en l'occurrence la BERD, cache soigneusement maintenant son nom, reconstruction et développement, pour s'affirmer uniquement comme la Banque européenne. Donc il y a un message très clair qui est que on en a besoin même dans des continents qui s'estiment développés. Il est assez étonnant de voir que l'équipe d'Obama nous demande à nous des conseils sur comment créer une banque de développement des infrastructures aux États-Unis d'Amérique. On les conseille gracieusement, je ne suis pas sûr qu'elles voient jamais le jour, mais en tout cas ils y travaillent à l'heure actuelle. Et si on regarde la situation à l'intérieur de l'Union européenne aujourd'hui, à quoi travaille-t-on ? On travaille à une Institution for Growth en Grèce, à transformer ICO en Espagne en banque de développement. Les Britanniques travaillent à une Green Bank. Les Slovènes travaillent également à un projet. Donc c'est partout, quel que soit le niveau, pour reprendre ce mot, de développement, que les pouvoirs publics sont conscients des insuffisances de leur situation comparative internationale et trouvent le besoin, au milieu d'une crise, d'avoir un outil public qui puisse permettre de faire face à ce diagnostic, le remède, ou en tout cas l'objectif d'action. En France, c'est cette année la création de la Banque publique d'investissement, parce que le diagnostic, c'est que le mal profond, c'est le chômage des jeunes en particulier, et c'est peut-être ça le cancer européen actuel. Il suffit de regarder ce dont nous avons discuté la semaine dernière au Conseil européen, des 27 et 28 juin, qui a conscience aujourd'hui que sur les 28 pays de l'Union européenne, il y a 19 pays où il y a des régions où le taux de chômage des jeunes entre 16 et 25 ans dépasse 25% de la population, ce qui est absolument considérable et ce qui aurait vraisemblablement été discerné par la Banque mondiale à l'époque comme un problème majeur de soutenabilité d'une politique économique dans n'importe quel pays, quel que soit le continent. Mais j'ai fait le choix, pour l'exposer, de me limiter à l'Union européenne, ce qui fait que à cette notion de développement, je pense qu'il faudrait qu'on l'élargisse considérablement. Pour moi, ce qui devrait la remplacer, c'est une notion de progrès économique et social partagé. Et à ce moment-là, la deuxième question que posait Pierre tout à l'heure, c'est quels sont les moteurs d'action ? Sur quoi faut-il travailler ? On ne s'était pas concerté, avec Nora précédemment, mais moi je pense qu'il y a un levier qui est clair, qui est celui de la redistribution, dont l'Europe est champion. Est-ce qu'elle le fait de façon efficace ou pas ? Est-ce qu'elle doit remettre en cause la façon active ou passive d'organiser cette redistribution ? C'est une vraie question, mais le maintenir à coup sûr pour que ceci soit pérenne, soit durable, bien accepté, démocratique. Mais en même temps, il y a un deuxième levier d'action qui est certainement celui qui devrait être à la source des étapes de développement supérieur, qui est de travailler sur l'innovation. Vous l'avez cité dans le propos introductif. Je crois que nous avons insuffisamment travaillé au sein des pays européens sur ces leviers d'innovation, sur l'attraction que pouvaient représenter nos territoires. Et quand je regarde les révolutions techniques, technologiques, culturelles qui ont lieu, je n'étais pas là pour écouter Lionel Zinsou, mais sur le continent africain, mais c'est bien des innovations majeures qui ont lieu à l'heure actuelle, et c'est une adaptation aux technologies nouvelles qui permettent des véritables surgissements, puisqu'on passe, par exemple, avec l'outil informatique ou téléphonique, à des marchés
complètement différents de ce qu'ils étaient autrefois, parce que fragmentés par des distances terrestres difficiles à franchir, alors que là, on a une réorganisation. Ce qui me ramène, en conclusion, et comme ça je ne dépasse pas les 4 minutes que vous vouliez m'assigner, je pense qu'on revient, sans le dire, aux avantages comparatifs de Ricardo, et il faut que chacun d'entre nous, du pays ou du continent dont il parle, et qu'il essaye de diriger ou de contribuer à diriger, il faut qu'on diagnostique quels sont les avantages comparatifs du territoire dont on parle et dont on veut s'occuper. J'ai entendu citer par exemple la démographie, c'est un des éléments majeurs, et ça peut être un des éléments à mettre en avant. La taille du marché peut être un élément absolument déterminant, la qualité de l'état de droit, de la justice, de l'efficacité, la sûreté des contrats. Il faut faire une séquence, une identification, et c'est sur ces points forts qu'il faut arriver à travailler, et à ce moment-là, le développement devient un concept beaucoup plus large, beaucoup plus neutre, et non pas une vision, je dirais, un peu post-coloniale de banquiers publics qui viennent apprendre aux populations comment elles auraient dû savoir se développer. Merci Philippe. On va prendre 2 questions, si vous voulez bien, avant de poursuivre avec nos intervenants. Alors, il y a une question de... Je vois déjà des bras qui se lèvent. Alors, il y en a une qui est déjà prédéterminée. C'est celle de Quentin Dutoit, qui est étudiant et qui a été présélectionné. Merci. On a qu'on a des faveurs particulières. Quentin, c'est à toi. Bonjour, je suis apprenti ingénieur à l'ICAM de Toulouse. J'aurais une question en ouverture. Parle bien près du micro. Est-ce que c'est mieux ici? Allez, on t'entend. Bon. En ouverture, on a évoqué un thème qui m'a touché en tant qu'ingénieur. On a parlé de technique et on a parlé d'objectifs. C'est des éléments que j'associe assez facilement en tant qu'ingénieur. Et ma question est à propos des objectifs. J'ai rédigé un essai donc on était un groupe d'étudiants, un essai pour Inventer 2020, et une des personnes qui a travaillé avec nous vient du Bangladesh et est en France depuis 2 ans, et nous a dit il ne faut pas que vous pensiez, en tant que Français, en tant qu'Occidentaux, que l'objectif des gens qui vivent au Bangladesh, c'est de vivre comme vous. L'objectif des gens qui vivent au Bangladesh, c'est de vivre mieux que vous, à terme. C'est quelque chose qui nous a assez amusé, nous aussi, qui nous a assez surpris aussi. Et donc, du coup, dans cette idée-là, je voulais savoir comment on fixe un objectif de développement. Et est-ce que le but, c'est, comme on disait, d'avoir des exemples de pays, de dire, regardez, je vais passer par cette étape-là, comme l'ont fait des gens avant moi, ou est-ce que c'est de dire, j'ai une utopie, j'ai de dire, je pense que mon pays, dans tant d'années, il pourra être comme ça, parce qu'il en a le potentiel. Voilà. Merci. On va prendre 2 autres questions. Je vois des mains qui se lèvent sur ce côté-ci. Bonjour, donc moi ma question est très concrète. Comment on pourrait faire concrètement pour nourrir la population mondiale, permettre l'accès à l'eau potable et aux soins? Voilà, c'est quelque chose qui aurait déjà dû être fait, je pense. Vous avez envie qu'on reste encore là jusqu'à demain ou... J'imagine que les gens qui sont ici ont réfléchi aux questions. À la réponse précise, honnêtement, il est champion du monde. On va prendre monsieur aussi pour ne pas interroger que les étudiants. Monsieur est peut-être étudiant aussi. Plus qu'un étudiant, il est observateur. Il est un observateur, rédacteur essayiste d'origine anglo-américaine, de New Orleans d'ailleurs, et observateur de la vie en France. Je suis très impressionné par beaucoup de choses. Je voulais remarquer quelque part que j'ai écrit la question en anglais. L'inégalité pour un est une opportunité pour un autre. Et dans le monde que nous sommes en train d'inventer ou de vivre, il y a des inégalités qui se tracent justement par la mondialisation. Il y a la délocalisation des centres de pouvoir, des centres de finances, etc. Donc c'est une problématique très connue. Ce qui me semble important, c'est les inégalités des territoires. C'est un problème central ici en France. Et je pense que les Français s'adressent très intelligemment au problème. Il y a une passion en France pour la récréation de leur territoire. L'aménagement du territoire, ça doit être une invention française. Mais cela dit, ça s'exporte difficilement. Et dans la Méditerranée que j'observe de très près,
il n'y a pas la notion de territoire et du temps qu'il faut pour que ce territoire s'exprime. Donc je ramène la discussion un peu à la notion de temps, au fait qu'au Maroc, le temps se passe très différemment qu'à Marseille, et à Marseille, le temps se passe très différemment qu'il se passe à Paris. La question est comment réconcilier ces temps et comment assurer que l'inégalité de l'un ne devient pas l'opportunité pour l'autre. Merci, que ça se partage. Voilà. Alors, la puissance de vos questions fait qu'on est un peu tétanisé. Pierre, est-ce que tu veux prendre la première sur est-ce qu'il y a un seul modèle finalement? Est-ce que la vocation du développement, c'est de faire en sorte que tous les pays vivent un peu comme nous, ou est-ce qu'il y a, après tout, différentes formes de pays développés? Est-ce que c'est possible? Est-ce que sur le plan économique, on peut faire des choses différentes? Est-ce qu'il y a plusieurs politiques possibles? Je suis absolument certain qu'il y a plusieurs politiques possibles. Il me semble que l'une des erreurs majeures des Occidentaux dans les politiques de développement, ça a été de prêcher sur ce qui devait être fait. À la fois en termes de modèles, ce n'est pas aux Occidentaux de définir les modèles à poursuivre, ce n'est pas à eux de fixer la liste des priorités. Et également en termes de modalités et de politique pour y parvenir. Donc, évidemment, ce que je vais dire est très cohérent avec la position que j'occupe aujourd'hui, qui est de présider une institution internationale dont l'objectif est de promouvoir la recherche dans les pays en développement, comme moyen de définir par eux-mêmes ce qu'ils veulent et de débattre par eux-mêmes et pour eux-mêmes des politiques publiques adaptées. Je pense que cette notion qu'on appelle en anglais ownership et qu'on traduit mal en français par appropriation, qui est un très vilain mot, c'est un des objectifs de la déclaration de Paris sur la bonne façon de concevoir le développement, mais dans la pratique, ça passe complètement à l'as et on continue à prêcher des choses, on continue à mettre des conditionnalités de processus et non pas de résultats, et c'est pour moi contre non pas toute logique, mais toute conception de l'aide au développement. Donc oui, il y a plusieurs modèles, oui, c'est surtout aux pays de les définir eux-mêmes, ça fait partie du consensus social à construire, et ça c'est une des prérogatives des pays, et si on doit les aider, c'est à ça, à formuler leur propre politique. Deuxième chose que je voulais dire... Pierre, on va s'arrêter là. Oui, okay. Esther Duflo, je crois que la seconde question était pour vous. Alors c'est vraiment la question d'un étudiant sur une énorme utopie. Est-ce qu'aujourd'hui on sait comment nourrir la population mondiale? On sait qu'un pays comme l'Afrique, Lionel Zinsou le rappelait tout à l'heure, va doubler de population. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, oui. d'Afrique, pardon, est-ce qu'on sait nourrir la population et faire en sorte que chacun puisse avoir de l'eau potable? Merci pour cette question modeste. Il me semble qu'aujourd'hui, il y aurait assez de nourriture produite dans le monde pour nourrir tout le monde de manière parfaitement adéquate. Donc la question de la nourriture aujourd'hui est une question de répartition, pas une question de production. Deux choses s'y ajoutent. D'une partie, bien que ce soit le cas, beaucoup de politiques économiques ayant à voir avec la nourriture ne sont pas fondées sur ce présupposé. Elles sont fondées sur le présupposé que la question de la rareté de la nourriture est encore déterminante et que être pauvre, c'est avoir faim. Aujourd'hui, c'est rarement le cas. Aujourd'hui, il y a un gros problème de nutrition dans les pays en développement, mais c'est plus un problème de nutrition qu'un problème de calories. C'est-à-dire c'est plus un problème de qualité de l'accès aux micronutriments, le fer, les vitamines, etc., qu'un problème de quantité. Et le problème du fait que les politiques sont encore fondées sur ce postulat qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, fait qu'on est un peu trop concentré sur cette question de la quantité, au dépend de la question de la qualité, et de fait, les quantités augmentent et la qualité n'augmente pas, et le problème de nutrition, finalement, reste très grave, en particulier dans des pays qui, par ailleurs, sont plutôt prospères, comme l'Inde, par exemple. Cela dit, je ne sais pas si ce serait vrai encore
dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 35 ans. Je pense que c'est quelque chose, bon, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas ce qui sera vrai dans le futur, mais la question de quand on voit les prix le trend des prix de l'alimentation et une augmentation avec un creux dans ce trend avec la crise économique, mais sinon les prix de la nourriture augmentent, en particulier parce qu'il y a une grosse pression sur les territoires agricoles à cause des carburants alternatifs, etc., et à cause de l'augmentation du prix du pétrole. Ça montre bien, ça reflète bien la tension fondamentale qu'il y a sur la question de la nourriture. Et donc, il est possible que dans relativement peu de temps, la question que vous posez se repose de manière réelle, de manière grave. La question de l'eau potable, en quelque sorte, est la même chose en pire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau potable et très rapidement, il y en aura plus. Et c'est des questions qui sont bien au-delà de questions de développement, c'est des questions de choix de société dans nos sociétés à nous. Je pense qu'elles ont plus à voir avec les choix qui sont faits en Europe, peut-être moins que surtout aux États-Unis, mais c'est une question qui est délicate aujourd'hui et qui le sera de plus en plus et qui a des rapports avec qui va avoir des conséquences géopolitiques, je pense, essentielles. Merci Esther Duflo. Philippe de Fontainebleau, vous vouliez répondre à la troisième qui donc était sur la question des inégalités de territoire. On sait que la mondialisation crée des inégalités au sein même des pays qui en profitent. Et alors on a un vieux concept français qui est l'aménagement du territoire. D'abord, est-ce que ça fonctionne encore, Philippe, et est-ce que c'est exportable ? Alors, oui, c'est une spécificité française, puisque si on regarde déjà au sein de l'Union européenne, la France est le seul grand pays européen où il n'y a aucune région continentale en dessous de 75% du niveau de vie européen. C'était un choix fondamental de société. Ce n'est pas seulement la réalisation d'une métropole, d'un TGV, d'un aéroport, c'est un système sociétal où on estime, à partir du centre, qu'il y a, pour l'harmonie sociale, un besoin d'équilibre entre les territoires. Et c'est une revendication qu'on retrouve dans pas mal de pays, puisque ça a été évoqué, je suis sûr que Mustapha va y revenir tout à l'heure. Dans la révolution tunisienne, ça a été un des éléments fondamentaux venant d'une région déshéritée qui estimait que toutes les politiques de développement qui étaient menées et qui aboutissaient aux indicateurs nationaux jugés comme significatifs par la communauté internationale, en réalité bénéficiaient au Grand Tunis et à la côte et pas du tout à l'intérieur des terres. Donc cette volonté, cette politique d'aménagement du territoire est quelque chose qu'on reprend, qu'on travaille beaucoup au niveau de l'Union européenne, qu'on conseille à des territoires, y compris au Brésil par exemple, dont on discute longuement avec nos amis chinois, mais qui se heurte à l'heure actuelle à quelque chose de relativement nouveau qui pose aussi question, ne serait-ce qu'en France, qui est le consentement social. Parce que pour mener des politiques d'aménagement du territoire telles que conçues par un centre efficace et, espérons-le, visionnaire, ça veut dire qu'on impose au nom de l'intérêt public supérieur des grands choix d'aménagement, justement, qui s'imposent aux uns et aux autres sans que les populations locales directement concernées soient toujours convaincues de l'intérêt au moins à court terme. Et donc, il y a une véritable problématique entre harmonie sociale, nationale ou continentale et le besoin d'aménagement avec l'acceptation. Ce sont de nouvelles politiques de développement qu'on met en œuvre dans toutes les institutions chargées du développement et qui donc font appel beaucoup plus que dans le passé, beaucoup plus que les Français d'ailleurs n'en ont eu l'usage, à des consultations locales et à des mesures de compensation qui sont organisés comme des coûts de ces politiques d'aménagement du territoire. Merci Philippe. There are two issues that were on the table that I think that we have to keep very much in mind. The first one is, and the person that brought in this expression passed away last year, Albert Hirschman, that growth is unbalanced by nature, by definition. So everything that we are discussing here, it involves tensions as well as opportunities. So we should very much keep this in mind. The second, and I think that Nora and Esther put some hints on this, is that
growth is, development is a political process where you are discussing the distribution of benefits and wealth. So it is a matter of political economy. Yes? I think that to a great extent, to mitigate the tensions, explore opportunities, and then to manage the political dimension, we have to bring explicitly politics into the development dimension. It is a matter of ideas, and we need ideas. And this is for you young to bring in, to refresh the discussion on development. And we have to bring in the politics. And to a great extent, this came to me thinking on the Brazilian case currently. As probably you know, there was this process of economic inclusion recently that was part of a political project, and there was all these protests in the streets very recently, less than a month ago. How can we understand this? There was 400 cities. There are people in the streets, yes, and very much unexpected. And my understanding of this is that to a great extent, the very process of economic inclusion triggered the process, a process of unbalanced growth. Just to make it very stylized, consumption can be, and economic inclusion, I was telling Nora that we just did the easy part of economic inclusion, which was the income of people. Easy, more or less. It took our country 500 years to do that. So, but now comes the difficult part. Yes. So think like this. Consumption, you can realize it immediately. The production of goods and services for consumption, there is a time lag, so there is already a tension there. The infrastructure to support all the goods and services in all the economic inclusion, longer. And the competencies to build, it's even longer. So to a great extent, what happened is that we just opened a Pandora box, yeah? That economic inclusion is just the beginning of a process. Right in the first session, there was this comment on the emerging middle classes. Please take into consideration that we are not talking about emerging middle class as one stereotype like the American middle class or the European middle class. We don't know, not only the political aspiration, we don't know the aesthetics, desires of this emerging middle class of Mexico, Indonesia, China. We have no idea. And the glimpse that we get is these protests in Brazil and elsewhere. Impatience. They want more and better democracy, and they want more and better services, if you have to summarize that. So how do you reconcile, and this is a question that you made, how do you reconcile the urgent demands with long-term nature or the long-term unbalanced nature of development? Just like, it's a billion question. No one knows. No one knows. So the only thing that I have very clear is that the current development challenges of many societies is their capacity to live with, to negotiate, and to deal with the tensions arising from unbalanced growth. This is now, I cannot escape, move on to think how to mitigate, yeah? And the how to mitigate, I start moving into a world of common dreams,
a normative world, yes? So basic requirement is a political project of what I call engaged development. Ethical compromise to inclusion, to sustainability, and to competitiveness. There are tensions. We have to be normative. To a certain degree, we have to be normative. Is this utopia? I don't know. It's for you young to say. Nous allons revenir maintenant dans les pays arabes avec Moustapha Nabli, ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. En discutant, en préparant cette table ronde, vous vouliez insister sur la difficulté en fait à piloter les urgences quand il y a aussi peu de visibilité politique. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier le Cercle des économistes et Pierre en particulier pour l'invitation et l'opportunité qui m'est donnée d'être ici parmi vous. Je vais un peu poursuivre sur l'élan de ce que notre collègue du Brésil vient de dire et illustrer par ce qui se passe pendant les dernières années dans les pays arabes. Je crois que l'attention de tout le monde, la mienne certainement, de façon très intense, a été investie dans ce qui se passe dans les pays arabes pendant cette dernière période. Je voudrais commencer par une constatation. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé pendant les 3 dernières années, la chose qui me vient le plus, c'est qu'on continue à être surpris chaque fois. C'est les surprises. Les choses arrivent et on ne s'attendait pas à ce qu'elles arrivent, au moment où elles arrivent et de la manière dont elles arrivent. Je crois que pendant très longtemps et jusqu'à la fin de 2010, on était tous, les connaisseurs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, étaient surpris que les régimes autoritaires, autocratiques, ont pu survivre pendant aussi longtemps, malgré tout ce qui s'est passé dans le reste du monde. La démocratie a avancé en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Afrique, partout, mais dans les pays arabes, ça reste figé. C'est comme si rien ne se passe, rien ne les touche. On est à être surpris et on avance beaucoup d'explications, l'exception culturelle et toutes ces histoires-là. Bon, ensuite, lorsque le soi-disant printemps arabe est arrivé, fin 2010, 2011, tout le monde a été surpris. Bon. Comment se fait-il qu'une révolte, une révolution, ou appelez ce que vous voulez, arrive dans ces pays-là et arrive avec cette vitesse et avec cette ampleur, et pays après pays ont réussi à se débarrasser de leurs dictateurs en un clin d'œil, comme ça. Et on est surpris. Quelques mois plus tard, une année plus tard, on a été surpris que les mouvements islamistes soient les mouvements qui ont récupéré ce mouvement et que des révolutions qui étaient basées sur les valeurs de la liberté, de la dignité, du travail, soient récupérées par des mouvements, par des partis, par des mouvements qui ont une autre vision de la chose, qui étaient plutôt en train de regarder vers le passé plutôt que vers l'avenir, et qui sont à contre-courant de ce que était la révolution tout à fait au début. Et puis, depuis quelques semaines, on est surpris de nouveau, et les jeunes se sont mis dans la rue, des millions en Égypte, pour contrecarrer la surprise d'avant, c'est-à-dire la prise en main des islamistes par les... Et donc, c'est une autre révolte, si vous voulez, qui a remis en cause le processus. Et donc, chaque fois, on est surpris et on est étonné de ce qui se passe. Et la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, pour moi, c'est une indication fondamentale qu'on comprend encore très peu le développement et le temps du développement et ce qui se passe. Et c'est une manifestation claire, à mon sens, que
le développement, ce n'est pas des étapes, ce n'est pas des séquences, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à comprendre et à développer. Bien sûr, je saute l'idée qu'on se demande aujourd'hui, est-ce que les pays arabes, par exemple, peuvent réaliser les transformations rapides vers la démocratisation, vers la transition démocratique assez vite? Ou bien est-ce que c'est des siècles qu'il faudrait, comme on en a vu en Europe, du XVIIe au XVIIIe, XIXe siècle? Est-ce que c'est des décennies, comme on en a vu en Amérique latine ces dernières décennies, etc.? Ou bien est-ce que c'est quelques années, comme le laissent entendre les progrès technologiques et la disponibilité des moyens d'information et de technologies modernes qui peuvent accélérer le processus? Donc, quel est l'éclairage? Comment peut-on comprendre ce qui s'est passé? Bien sûr, je n'ai pas de solution, je n'ai pas une lecture assez complète, mais je voudrais suggérer une idée que ça a à voir avec le temps. En fait, lorsque je veux regarder, c'était insidieux, la façon dont j'ai posé les surprises, la question du temps était implicite dans tout cela. La première surprise, c'est-à-dire pourquoi aussi longtemps, pendant très longtemps, les régimes autoritaires ont pu survivre. Donc il y a une question de temps, c'est-à-dire on a une idée, quelque chose que c'était trop long en fait, ce que le temps devrait être plus court. Et ensuite, lorsqu'il y a la révolution, j'avais indiqué que c'était trop rapide, c'était à une vitesse exceptionnelle, donc dans le temps que les changements ont eu lieu. Et dans chaque surprise, il y a la notion du temps et la vitesse avec laquelle se réalisent ces changements était cruciale en fait, était fondamentale dans la façon dont on pose la question et dont on essaie de comprendre. Donc en fait, la question du temps est fondamentale à comprendre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors je voudrais suggérer en fait que cette difficulté à comprendre et à prévoir et à faire des prédictions sur le changement est due au fait que dans le développement, il y a plusieurs processus qui vont à des vitesses différentes. Je crois que quelqu'un a utilisé ce matin le concept d'horloge différente, c'est-à-dire il y a des horloges différentes qui fonctionnent. Les changements culturels, par exemple, ont une horloge différente des changements politiques. Les changements économiques ont... Les inégalités, par exemple, les changements dans les inégalités ont un processus... Bon, je vais m'arrêter. Non, allez, vous avez encore quelques secondes, allez-y. Oui. Donc... il y a des panneaux qui se lèvent pour ceux et qui donc, ne voient pas, au premier rang. Donc, les processus de développement, ils sont complexes, ils sont multidimensionnels et ils vont à des vitesses différentes. Et les problèmes de développement, à mon sens, sont essentiellement des problèmes de synchronisation de ces vitesses différentes, de ces horloges. Ce n'est pas une question de séquence, ce n'est pas une question de linéarité. Et je voudrais illustrer cela par deux exemples très rapidement. Pour les exemples quand même. La question, pour comprendre tout d'abord ce qui s'est passé dans la révolution arabe et un exemple sur ce qui s'est passé après, les problèmes qui se passent après. Je crois qu'il y avait au moins 3 mouvements fondamentaux qui avaient lieu dans les sociétés arabes et qui n'étaient pas synchronisés, mais qui, vers la fin des années 2000, ont commencé à être synchronisés et qui ont produit très rapidement ce changement brutal. La première, c'est les valeurs et c'est le développement de la notion de démocratie comme étant un modèle de société qui... Et lorsqu'on a commencé à regarder ex post, en fait, on regarde les opinion polls, donc les sondages on voit en fait clairement que pendant les dernières années, il y a un développement énorme de l'acceptation dans les pays arabes de la démocratie comme étant un mécanisme de société qui est supérieur et auquel aspire. Donc il y a un changement culturel qui était fondamental et qu'on n'a pas su regarder de près, etc. Bien sûr, sous-jacent à cela, c'est les changements d'éducation, c'est la classe moyenne dont Foucault a parlé tout à l'heure, etc. Il y a toutes sortes de choses qui sont sous-jacentes à cela, qui ont produit ce phénomène qui est un phénomène de très long terme.
Il y a deuxième phénomène qui est la transition démographique. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure sur la transition démographique et le manque de synchronisation entre ce qu'on appelle le youth bulge, c'est-à-dire l'augmentation de croissance de la population jeune avec l'augmentation, avec la non-synchronisation, avec l'augmentation des opportunités d'emploi, surtout pour les jeunes qui sont plus éduqués. Et donc cela a créé un taux de chômage énorme qui a augmenté pendant les années 2000, et y compris qu'il y avait la dimension régionale comme Philippe vient de... Et il y a un troisième phénomène qui avait une dimension temporelle différente, c'est le développement de la corruption et du sentiment de manque de unfairness, c'est-à-dire d'injustice sociale qui a développé. Tout ça, ça a convergé vers la production de donc ces phénomènes-là ont produit cette convergence, cette synchronisation des phénomènes qui a créé l'explosion de 2010. Deuxième exemple, et j'aurai 1 minute pour terminer. Donc, ça, c'est un exemple de synchronisation qui a donné la révolution. Maintenant, je vais parler d'un exemple de manque de synchronisation qui peut être à l'origine de problèmes et de blocages de développement. Et c'est ce qui s'est passé après la révolution. Et je veux parler du temps de la politique et du temps de l'économie. Le temps de la politique est un temps de court terme, le temps de l'économie est un temps qui est plutôt de long terme. Après la Révolution, on a vu ces deux temps, un choc de ces temps-là dans le sens suivant. Et en tant que gouverneur de la Banque centrale, en tant que responsable de politique économique, c'était absolument fondamental cette question-là. Le politique, il avait, pendant cette période de transition, il est sous pression de donner des résultats immédiats, de donner des emplois, de ne pas augmenter les prix des produits de base, parce que malgré l'inflation, malgré l'augmentation dont Esther parlait sur les produits alimentaires, les produits énergétiques, il était pour faire la redistribution des revenus vers les zones défavorisées. Toutes les pressions étaient vers l'augmentation des dépenses, vers les déficits publics. Je m'arrête. Je vais devoir vous arrêter, Moustapha Nabi. Comment ? Je vais devoir terminer votre phrase quand même, mais je vais devoir vous arrêter. Non, je termine, je m'arrête là. On peut l'applaudir. Vous savez, c'est la question du temps encore qui est... Voilà, qui est j'ai le rôle le plus ingrat, donc je suis désolé. Non, désolé parce que c'est important. Le point que je voulais faire, c'est important. Parce que... Bon, peut-être après... Nous allons louer votre ténacité. Terminez votre phrase. Vous l'avez gagné. Non, c'est-à-dire... il y a une incompatibilité fondamentale entre les incitations du système politique à donner des résultats qui sont contraires à la politique économique qui garantit la stabilité macroéconomique et les choix de politique économique qui sont favorables au développement du long terme. Et donc, on a les ingrédients d'un blocage qui risque de compromettre la suite de processus. Merci à vous. Voilà, nous aussi, on est dans le choc des temps. Esther Duflo, vous avez entendu chacun des panélistes. On le voit bien, vous vouliez parler des politiques d'intervention. Et précisément, ces politiques peuvent-elles essayer de concilier les urgences des situations et puis le temps plus long du développement économique? Merci. La question la notion d'étape de développement économique dans ma géographie personnelle est très liée à Aix-en-Provence parce que c'est à peu près à une trentaine de kilomètres d'ici que je me suis initiée à la fois à l'économie et aux questions de développement en lisant le livre de Rostow que j'imagine peu de gens d'en dessous de 40 ans ont lu dans cette pièce. Mais qui néanmoins était une très bonne initiation aux questions de développement. Cela dit, la question des étapes telles que le décrivait Rostow est clairement un petit peu surannée, comme toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui le suggère. Mais ce qui n'est pas suranné, en tout cas dans le débat sur le développement, ce qui n'est pas suranné, c'est l'opposition
action, disons, d'urgence, action ici et maintenant versus action de long terme, avec souvent une légère, une position un petit peu condescendante, disons, de ceux qui s'occupent des vraies politiques de croissance, qui ont à voir avec le long terme, la macroéconomie, les institutions, versus une politique sociale qui serait essentiellement palliative, court terme et dans l'urgence. Et la vérité, c'est que nous, les économistes, comprenons fort mal les ressorts de la croissance, dans les pays pauvres en tout cas. Donc la question du comment qui a été posée par Pierre en introduction est en fait très mal, on y répond très mal pour ce qui est de la croissance. Pourquoi une lanterne rouge comme le Bangladesh tout d'un coup explose économiquement sans aucune amélioration des institutions politiques qui sont encore un désastre et sans vraiment changement manifeste de la situation macroéconomique au Bangladesh? On ne le sait pas, je pense que personne ne peut penser le savoir. On comprend beaucoup mieux comment, au moins, évaluer l'impact de ce qu'on fait quand on parle de politique sociale, quand on parle des politiques de lutte contre la pauvreté, quand on parle des politiques qui concernent l'ici et le maintenant. La raison pour laquelle on comprend mieux comment évaluer ces politiques, c'est parce que les outils sont clairs, les objectifs sont clairs. Ce n'est pas un objectif bien énorme comme de faire bouger toute la machine économique, c'est en général des objectifs beaucoup moins ambitieux, beaucoup plus modestes, beaucoup mieux définis, et des outils plus précis dont on peut voir s'ils font une différence ou pas avec des méthodes expérimentales ou pas. Et de ce fait, on est mieux à même, pour ce type de politique, de faire des progrès lents peut-être et frustrants dans certains cas, mais de faire des progrès vers la définition d'une politique efficace, quels que soient les objectifs, pour revenir à votre question, qui ont été déterminés localement. C'est-à-dire, il n'est pas de mon ressort de déterminer les objectifs d'un pays, mais en revanche, collectivement, nous pouvons parvenir au meilleur moyen de partir à ces objectifs. Et il y a de bonnes raisons de penser que le jour où l'étincelle de la croissance se produira, pour des raisons qu'on comprend très mal, dans un endroit ou dans un autre, une politique sociale efficace, effective, permettra, disons, de préserver cette petite étincelle et de faire qu'elle continue et qu'elle se transforme, disons, en un feu de cheminée, pas en une explosion dramatique ou qu'on revienne en arrière, je pense pour trois raisons. D'une part, Keynes avait cette blague que tout le monde répète tout le temps, que dans le long terme, on sera tous morts. C'est particulièrement vrai pour des enfants qui ne sont pas forcément obligés de survivre jusqu'à leur 5e anniversaire quand l'eau potable n'est pas là, l'accès aux soins est limité, etc. Donc il faut être en vie pour participer de la croissance, c'est un bon départ. D'autre part, en étant éduqué, en bonne santé, etc., on a plus de chances d'être capable de s'embarquer dans le train de la croissance, d'en bénéficier et d'en faire bénéficier les autres. Et finalement, ce sur quoi on a beaucoup insisté aujourd'hui, qui me paraît absolument essentiel de répéter dans le contexte actuel, les plus pauvres, ou d'ailleurs pas seulement les plus pauvres, aussi la classe moyenne émergente des pays en croissance auront plus de chances d'avoir la volonté de jouer un rôle coopératif dans cette croissance plutôt que de l'arrêter en se disant mais qu'est-ce qu'il en est de nous dans ces processus qui sont nécessairement justement générateurs de tensions géographiques, interpersonnelles, etc. S'ils voient qu'il y a une amélioration de leur niveau de vie. Le Brésil, on voit qu'il y a des tensions qui existent toujours, mais le Brésil en est une illustration parfaite, où on a quand même eu beaucoup plus d'adhésion à un processus de croissance après une augmentation du niveau de vie, pas seulement économique, parce qu'il y a eu des progrès sur la santé, sur l'éducation, etc., qu'il y en avait avant. D'où potentiellement la possibilité, en se concentrant sur l'ici et le maintenant, de faire que le cyclique devienne plus permanent, et donc, je pense, un peu l'artifice de l'illusion, tant court, tant long, de la manière dont elle est souvent présentée dans les pays en développement. Je vous remercie.
Alors nous allons prendre quelques questions de la salle, si vous voulez bien. Alors Denis Muset à ma droite, ensuite monsieur. Denis, vas-y. Les temps du développement supposent qu'il y ait une capacité de mettre en récit les temps, c'est-à-dire de donner une visibilité, une perspective dans le temps de ce qui va advenir, et donc la possibilité de le raconter, de le mettre en récit, sinon ça n'existe pas. On voit bien en France, c'est une problématique de développement spécifique, la difficulté qu'a le président de la République à définir non pas un cap, mais surtout des objectifs, car le cap ne définit pas l'endroit où l'on va, mais la direction simplement. On attend de lui tous qu'il donne des objectifs et que vis-à-vis de ces objectifs à plus ou moins long terme, on puisse dérouler un programme. Or, on ne fait plus beaucoup de planification, encore moins de prospective dans ce pays. Donc, développer un programme, dérouler un programme avec des rendez-vous d'étape intermédiaires, des bilans, des comptes rendus et un cheminement vers cet objectif, mettons, à 8 ans. Bon. Ne croyez-vous pas que la grande difficulté pour penser les temps du développement tient au fait qu'il y a deux forces qui s'opposent à cette logique de la mise en perspective et du récit? La première force, c'est le politique qui ne raisonne que sur le court terme, qui est celui de sa réélection. Et la deuxième force, pardon Vincent, c'est beaucoup de médias qui ne sont que dans l'instantané et qui ne s'intéressent pas à parler de ce qui va advenir à 3 ans, 6 ans, encore moins 10 ans. La preuve, c'est qu'on ne cesse de parler de crise parce que la crise crée une dramaturgie et une urgence de nature à capter les audiences, alors que ce que nous vivons, c'est une mutation. Mais la mutation, ça ne se filme pas, ça ne se raconte pas facilement, ça ne fait pas l'audience pour les grands médias. Le monde a un positionnement très spécifique et de ce point de vue-là, c'est pas le sujet du jour, hein. C'est prendre en compte le temps long. C'est pas le sujet, mais je trouve qu'on devrait aussi parler du rôle des médias dans la scansion du temps, des temps du développement. Merci. On va prendre une autre question. On va prendre plusieurs questions d'un coup, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour, je suis étudiant à l'IEPDEX, donc ici. Et si j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, alors une croissance économique, des institutions fortes sont des ingrédients au développement. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à l'inverse, une récession économique, des institutions qui se délabrent, à l'image de la purge qui est en train de subir la Grèce, peuvent entraîner un pays à se développer en quelque sorte? Il y a une question insistante sur ma gauche. Moi, vous avez parlé de croissance constamment, et je comprends l'utilité de la croissance matérielle dans des pays dont les besoins ne sont pas assurés constamment, mais est-ce que dans nos pays, nous, on va dire en France ou en Europe, est-ce que le taux de croissance, c'est un bon indicateur du développement? Voilà. Jean-Carlos, you would like to begin? There are. I was listening to you both, and I was thinking here. I'm sitting on. Temporarily at BNDES. So it's been 6 years that I've been a policy implementer. Yeah. So this is a short reflection on 6 years of pushing them. The first one, and you mentioned, the destruction of institutions. It's horrible. Brazil spent from 82 to 94 to stop the bleeding of inflation. And then from 94 to 2006, this is when the investment started to grow ahead of GDP. The state, and today we have this huge challenge of moving towards an investment-led infrastructure education. The capacity of the state to be efficient and to be effective is horrible. And this, to a great extent, was the times of volatility and they, putting aside
that the state had a function in society. I'm not saying, the neoliberal plus, nothing of this. It's just the capacity of people and institutions to do their job. And we are still in loss. So, yes. On the times that you mentioned, on the times of the politician, yeah, this is it. The times of the politicians and the times of development are completely different. But one thing that we have to make clear is that we cannot, the easy way out in the media, has to sell newspaper, and it has to be free. So the easy way out is to say the president, whoever is in charge, it's all his or her fault. This is too easy. It's not that. The political economy, and I think that Esther and Nora was putting this on the table, is much more complex than that. And the third point is what I learned in policy things is that we underestimate. We say about policy making, policy design, the hardships of policy implementing. You cannot imagine. It is very hard to push things in one direction. Every little action involves a very complex network of agents that, to put everybody rowing in the same direction, not easy. So tenacity is a key word in the policies that we are talking here. Okay, thank you very much. Si j'ai bien compris, quand Jean-Hervé Lorenzi est là, c'est qu'on est tout près de la fin. Monsieur, vous vouliez dire un mot, et après Philippe et un mot de Pierre en conclusion. Oui, merci beaucoup. Effectivement, vous avez parlé de la question du temps dans le développement et la notion de l'impatience. Je pense qu'on peut aussi mettre ça en perspective dans le cadre même de la démographie en Afrique, comme on l'a dit tout à l'heure. Deux chiffres, très rapidement. 61% des Africains, il y aura 61% d'Africains en dessous de l'âge de 25 ans en 2015. 61%. En 2035, cette population sera à peine de 56%. Donc, vous mettez ça en corrélation avec, la question même des médias, parce qu'on a parlé aussi des médias. Vous aurez d'un côté une forme d'impatience pour arriver à la transition, mais aussi vous avez les accès à l'information. Donc, les gens auront plus de capacité à faire des comparatifs sur les progrès, si je puis dire, les avancées faites par le pays X, le pays Y ou la région A, B, C ou D. Deuxième point, je voulais aussi insister sur, en termes de temporalité, on avait parlé des programmes d'ajustement structurel, mais les programmes d'ajustement structurel initiés dans les années 80 en Afrique jusqu'à début des années 2000 ont tout simplement mis à plat la capacité des États à planifier et à se projeter. C'est maintenant, autour des années 2000, avec la création de nouvelles institutions, ne serait-ce que l'institution régionale africaine par le NEPAD, par même la refonte de l'Organisation de l'Union africaine en l'Union africaine, avec cette fois-ci une composante développement économique, etc., que nous revenons, si je puis dire, dans les approches de réflexion à moyen, à long terme sur les questions de développement. Et enfin, la question de toujours la temporalité, je dirais, elle dépend aussi des dimensions culturelles, d'une certaine façon. Vous vous souvenez de François Julien, le traité d'efficacité. Dans la question de la temporalité, il parle bien du modèle européen perspective 50 ans, siècle, et le modèle par exemple asiatique, chinois, confucéen, qui est sur une approche plus demi-millénaire à millénaire. Merci à vous. Philippe de Fontaine-Ville va répondre sur la question concernant la Grèce, je pense, la façon dont les pays peuvent éventuellement se disloquer. Et puis Pierre Jacquet dira un mot seulement de conclusion.
Moi, je vais simplement donner une petite réflexion à partir de ce risque de développement que vous avez évoqué, à partir du mot de développement. Et j'avais envie, comme réflexion, d'évoquer celui du risque de dépossession. Parce que dans votre mot, risque d'être frustré par l'expression du taux de croissance, par la difficulté médiatique par rapport au monde politique, tout ça, ce sont des exemples de dépossession, d'un sentiment d'abandon, de ne pas être capable de maîtriser son avenir. Et évidemment, personne ne peut tomber amoureux du taux de croissance, c'est clair, on le sait tous, mais il faut qu'on revienne vers des choses sur lesquelles les gens trouvent une prise, un espoir, une réalité, quelque chose qui leur parle, qui leur donne envie. Mais ça, c'est une définition, à mon avis, beaucoup plus positive, intéressante du développement, parce que c'est une façon de valoriser leur modèle culturel, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait de reprendre possession de ces avantages comparatifs, et les Grecs doivent redécouvrir quelles sont leurs valeurs ajoutées, leurs avantages comparatifs par rapport aux autres, et c'est comme ça qu'ils sortiront de leur crise. Merci Pierre, le mot de la fin. Merci. Alors, je voudrais insister sur cette idée de synchronisation des différentes dimensions temporelles. Je crois que c'est une idée très, très forte, extrêmement importante pour mieux comprendre la transformation économique, sociale et politique qu'on appelle en général développement sans le définir davantage. Et je crois que c'est l'art du politique que de savoir mettre en cohérence, en synchronisation, ces différentes dimensions temporelles. On n'est pas très équipé pour comprendre cela. Les économistes travaillent sur un horizon particulier, souvent, les sociologues aussi, avec des méthodes particulières, les spécialistes de sciences politiques également, et on a besoin finalement de trouver des façons de coopérer entre ces différentes disciplines pour éviter de mettre l'accent sur l'une seulement de ces dimensions temporelles dans la compréhension des phénomènes. Ma remarque de conclusion, c'est plutôt une boutade, c'est un aphorisme qui est dû à Nassim Taleb, que vous pourrez entendre demain, puisqu'il est à Aix et participera aux rencontres, dans un petit livre qui s'appelle Le lit de Procruste, dont je vous recommande vraiment la lecture. Et il y a un des aphorismes, il y en a une centaine, qui dit que le problème de la connaissance, c'est qu'il y a beaucoup plus de livres écrits par les ornithologues sur les oiseaux que de livres sur les oiseaux écrits par les oiseaux, et de livres sur les ornithologues écrits par les oiseaux. Et d'une certaine façon, notre compréhension du développement souffre aussi de ce biais.